L'art de négocier ou de pratiquer la taqiyya? Dans laquelle sommes-nous? De l'indignation fabriquée autour des flottilles maritimes à de faux cadres de règlement pacifique du conflit, le Moyen-Orient a encore une fois cette semaine été au cœur des grands titres et de la désinformation majeure. Tout cela est très représentatif de la région ainsi que du caractère du maître de l'art de la négociation. Nous verrons comment cela se rattache aux festivités musulmanes de l'Aïd el-Fitr et au pèlerinage du Hajj à la Mecque. Cela ne devrait pourtant pas surprendre. Ce à quoi nous assistons, c'est une version très sophistiquée et moderne de l'antique conte des 1001 nuits. Cette collection d'anciens récits du Moyen-Orient, que l'Occident associe à Hollywood et à des films Disney comme Sinbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs, et n'oublions pas Aladdin. L'histoire originale est bien plus profonde que les films. Tout comme l'héroïne de la véritable histoire, Scheherazade, qui tissait une toile sans fin de suspens pour retarder son exécution. Nous sommes lentement menés d'une aube à l'autre par le régime iranien ainsi que par les acteurs politiques en Occident. On nous sert chaque jour un récit captivant dont les médias aiment décorer leurs pages, tout en débordant d'une imagination détachée de la réalité. Et d'ailleurs, par une coïncidence intéressante, ou peut-être pas, le calendrier coïncide parfaitement avec le folklore arabe. 1001 nuits après le début de cette guerre, le 7 octobre 2023 tombe exactement, roulement de tambour, le 4 juillet 2026, le jour de l'indépendance américaine. Juste une remarque intéressante en passant. Donc, chaque jour apporte un nouveau gros titre, un nouveau rebondissement et un nouveau cliffhanger. C'est un tour de passe-passe politique qui maintient votre attention où il le souhaite, loin de là où elle devrait être. Avant de passer aux nouvelles plus sérieuses, commençons par le grand spectacle maritime de la semaine, la flottille mondiale de Samud. Nous n'en avons pas encore vu la fin. Vous avez vu les extraits et entendu les reportages sur la flottille pour briser le blocus, le Selfie Yacht Club. Eux et les médias traditionnels voudraient vous faire croire qu'il s'agit d'un voyage héroïque, une mission humanitaire d'une grande importance. À la place, nous avons eu une vraie leçon d'activisme de façade. Une caravane flottante d'influenceurs occidentaux, d'escrocs professionnels et de personnages qui me rappellent le petit ami violent, louche et radical de Genie dans Forrest Gump, tous entassés dans des bateaux, cherchant désespérément la lumière parfaite. C'est la croisade TikTok par excellence. Ces personnes ne sont pas allées en mer pour livrer nourriture ou médicaments. Elles reconnaissent que leur objectif est de provoquer Israël. Ces activistes se donnent des airs de pirates modernes, luttant contre le système tout en buvant un latte au lait d'avoine dans la cambuse. Des couloirs de Monte Cristo au comptoir de Chipotle. Ils veulent une confrontation. Ils ont supplié qu'il y ait une confrontation. Parce que dans l'économie de la fausse indignation, une photo de vous avec l'air à peine contrarié vaut 1 million de likes. Le plus drôle, c'est que ma génération, nous avions ce qu'on a fini par appeler le yacht rock de la fin des années 70 et des années 80, ce genre de soft rock incroyablement lisse et hyper produit où la musique était totalement inoffensive. L'esthétique, c'était porter des chaussures de bateau, siroter des cocktails et prétendre fuir ses soucis de classe moyenne supérieure. Eh bien, félicitations à la génération Z et aux influenceurs milléniaux parce que vous avez officiellement inventé un tout nouveau genre, le yacht protest. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Christopher Cross en l'entendant chanter la navigation alors qu'il ne se passe absolument rien d'important. Ou encore plus justement, What a Fool Believes des Doobie Brothers, à s'efforcer de recréer ce qui n'avait pas encore été créé et nul homme sage n'a le pouvoir de l'en dissuader. C'est exactement la même ambiance, c'est l'activisme softcore pour le public des clubs UP. C'est un spectacle hyper produit, totalement inutile, où l'apparence est soignée, mais le fond est complètement creux. À la place d'une section rythmique solide, tu as une stratégie réseaux sociaux efficace. Au lieu d'harmonie vocale fluide, tu as des slogans harmonisés et répétés à l'avance. Ils sont là-bas sur la Méditerranée, se balançant au rythme des vagues, chantant parfaitement leurs chansons de protestation, semblant figurer dans une pub pour des vêtements en lin durable. C'est le summum du radicalisme version easy listening. Ils veulent toute l'esthétique de pirates révolutionnaires, mais avec le confort et la qualité de production d'une croisière de luxe.
C'est une campagne de relations publiques soignée, au tempo modéré, façon adulte contemporary. Et moi-même, ayant déjà rencontré ce genre d'activistes de gauche par le passé, je suis sûr d'un autre aspect qui les définit. C'est que, eh bien, ils sentent mauvais. Au bureau de presse du gouvernement, nous savions toujours quand un activiste se faisait passer pour un journaliste pour demander une accréditation, car on les sentait littéralement à 1 kilomètre. Ils disaient se soucier de l'environnement, mais ignoraient ce qu'est un bain. Je plains les policiers qui les ont arrêtés. Aussi amusant qu'il soit de se moquer de ces protestations en yacht, la réalité derrière ce cirque itinérant est bien plus cynique. Le vernis lisse, version easy listening, s'évapore quand on regarde la piste de l'argent et les véritables conséquences sur la terre ferme. Tout cela est une distraction hautement coordonnée et instrumentalisée qui se fait passer pour de l'aide humanitaire. Ces bateaux sont organisés par des groupes déjà sanctionnés par des gouvernements internationaux pour financement du terrorisme. La semaine dernière, le Trésor américain a sanctionné les principaux organisateurs de la flottille. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a qualifié l'opération de manifestation servant de façade au terrorisme. L'enquête du Trésor américain a révélé que, sous le couvert humanitaire, des groupes terroristes sanctionnés, y compris des réseaux affiliés au Hamas, exerçaient une influence significative sur ces convois maritimes. Finalement, leur album de protestation en yacht n'a pas été financé par financement participatif. Il était appuyé par une liste de sponsors digne d'un rapport de sécurité mondiale. Et la comédie qu'est cette flottille ne s'est pas arrêtée en mer. Après que la marine israélienne a intercepté la flotte et amené les participants en Israël, le vrai spectacle a commencé. Ou Ben Gvir. Ils ont subi des crimes contre l'humanité jusque-là imprévus. Le fait d'agiter sans cesse le drapeau israélien tout en écoutant la voix irritante de Ben Gvir chanter « Am Yisrael Chai ». Malheureusement, nous avons constaté que leur tête étant restée si longtemps dans leurs fesses, ils ont manqué d'oxygène, causant des dommages cérébraux et des troubles cognitifs. Nous le voyons à travers leur comportement étrange et les slogans débiles qu'ils hurlent. Après avoir survécu à ce qu'ils appellent une épreuve géopolitique, on pourrait croire qu'ils voudraient rentrer discrètement. Dès leur arrivée en territoire basque en Espagne, ces activistes ont aussitôt fait leur cinéma. Le terminal de l'aéroport a viré à la bagarre générale. D'après les rapports locaux, les activistes et leurs partisans radicaux ont refusé de libérer les allées de l'aéroport, franchi les lignes de sécurité et manifesté devant les portes d'arrivée. C'est une parfaite illustration de la véritable nature de ce mouvement. Qu'il s'agisse de bloquer des voies maritimes ou une porte d'embarquement à l'aéroport, le but n'est jamais d'apporter une aide réelle. Le but, c'est le chaos. Mais il y a une chose sur laquelle je ne peux pas plaisanter. Ce sont les accusations ignobles de ces dégénérés sur de soi-disant agressions sexuelles. Nous savons à quel point ils sont méprisables, mais là, on touche à une bassesse démoniaque. Vous les voyez rire, parader partout, puis parler d'avoir été agressés sexuellement. Regardez ces anciens otages israéliens dans les yeux et dites-leur que vous avez été agressés. Chacun a partagé comment leurs ravisseurs du Hamas les ont maltraités. Et encore plus sinistre, sur la façon dont les familles qui les détenaient, y compris les femmes et même les enfants, ont agressé sexuellement chacun d'entre eux. Les civils que vous dites innocents, et beaucoup de ces chercheurs d'attention nient les véritables atrocités et détournent délibérément la responsabilité des atrocités sexuelles du Hamas maléfique vers les survivants des abus, vers Israël. Tu trouves que Ben Gvir en train d'agiter un drapeau, c'était dur? Le public en Israël en a assez de tes pitreries. Cette femme ici et son drame émotionnel, il devrait y avoir un Oscar pour la meilleure vidéo de pure mise en scène. C'est vraiment émouvant de voir les participants des flottilles se faire enlever parce que nous essayons tous d'apporter de l'aide à Gaza. Je n'en peux plus de voir des bébés et des gens parler de mort aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Elle est bouleversée par la faim atroce. Je veux vraiment l'aider à se calmer. Et pendant que le mot génocide continue de circuler dans les chambres d'écho de la gauche, comme les narcotiques qu'ils utilisent sur les bateaux, les réseaux sociaux de Gaza diffusent, tout sauf un génocide. Comme vous le voyez ici dans ces vidéos et à de nombreuses reprises auparavant, des milliers de vidéos téléchargées directement depuis Gaza dressent un tableau qui n'a absolument rien à voir avec le récit occidental qui continue de nourrir le monde avec des histoires de faim et de génocide.
Regardez les restaurants bondés, les salons de chicha remplis à craquer, les plages qui ressemblent à la Côte d'Azur, les cafés débordant de monde, les tenues de créateurs, les salons de beauté, les événements de remise en forme, parce que rien n'évoque la famine de masse comme une course de 10 kilomètres suivie d'une fête sur la plage. Et les abrutis affirment sérieusement que les gens s'effondrent de faim tout en organisant en même temps des événements sportifs de masse et en ouvrant de nouveaux lieux de divertissement. Tu ne peux pas déclarer un effondrement total de la société alors que les réseaux sociaux débordent de vidéos de musique, de plages, de shopping et de fêtes. Ils crient à la fin puis réalisent que ce n'était jamais vrai. Quittons les yachts et éloignons-nous des idiots, car le vrai tour de passe-passe ne se joue pas sur les vagues. Il se joue dans les coulisses diplomatiques de Washington et de Téhéran. Pendant quelques jours, les médias traditionnels étaient optimistes sur une percée. On nous annonçait que Donald Trump et le régime iranien allaient conclure un accord de paix historique pour mettre fin à la guerre. Un tout nouveau protocole d'accord, un cadre temporaire de 60 jours, était mis en avant. Dans cet accord, l'Iran remet temporairement son uranium hautement enrichi, les États-Unis lèvent leur blocus naval paralysant et le détroit vital d'Ormuz est miraculeusement déminé, puis rouvert pour empêcher la crise énergétique mondiale de ruiner le consommateur américain à la pompe à essence. Au fil des jours, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une magie de génie sortie d'une bouteille, mais bien d'un suspense digne des 1001 nuits. C'est un faux cadre conçu pour gagner du temps pour deux régimes profondément divisés, fondamentalement incompatibles et désespérés de tenir jusqu'à la fin de la semaine. Il y avait un énorme décalage, en l'espace de 24 heures, entre le théâtre diplomatique au Qatar et la situation sur le terrain. Alors que les négociateurs rédigeaient des communiqués, le commandement central américain a lancé de lourdes frappes d'autodéfense dans le sud de l'Iran. Le Pentagone a déclaré qu'ils interceptaient des menaces immédiates, ciblant des sites de lancement de missiles iraniens et des vedettes rapides prises en flagrant délit de pose de mines dans le détroit d'Ormuz, celle-là même en cours de négociation. Pour l'Iran, le cessez-le-feu est une occasion d'améliorer ses conditions et de commettre des violations, puisque les conditions ne leur sont jamais appliquées. Parce que ce n'est pas différent de leurs proxys comme le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, qui, comme ils le font depuis des années, violent actuellement le cessez-le-feu avec des attaques indiscriminées contre nos soldats et en tirant sur des zones civiles en Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné des frappes puissantes contre le Hezbollah. Au cours des derniers jours, Israël a déployé plus de 85 munitions pour frapper plus de 70 sites d'infrastructures du Hezbollah à travers le Liban, détruisant des dépôts d'armes et des centres de commandement dans la ville de Tyr. J'en parle dans un autre podcast avec l'ancienne podcasteuse de JNS et actuelle conseillère aux affaires internationales du premier ministre Netanyahou, notre chère Caroline Glick. Le Liban fonctionne comme une colonie iranienne car le peuple libanais n'a pas son mot à dire sur les attaques du Hezbollah qui est trop puissant. Et donc, vous savez, si vous voulez parvenir à la paix avec le Liban, on peut en parler, mais il faut d'abord qu'une chose se produise. Le Hezbollah doit être détruit. Et nous ne pouvons pas tolérer ce genre de menaces imminentes, de menaces persistantes, de menaces croissantes contre notre sécurité nationale de la part du Hezbollah. Et donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui compte pour nous. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'ils essaient de résoudre une équation impossible. C'est un arrangement pour avoir plus de réunions, une pause de 60 jours présentée comme le salut du monde entier alors que les combats continuent. La vérité, c'est que nous ne savons pas vraiment ce qui est signé sur ce morceau de papier au Qatar. Nous ne connaissons pas tous les détails de ce cadre entre les États-Unis et l'Iran. Actuellement, chaque camp fait activement fuiter tout ce qui lui profite. Nous avons constaté que les gros titres du premier jour diffèrent totalement de la réalité 10 jours plus tard. Cela semble d'emblée être une grande concession américaine. Cela ressemble à une retraite, mais avant de paniquer, nous devons examiner cette situation avec un réalisme froid et calculé. Voyons quelques règles pour juger ce qui se passe ici. D'abord, rappelez-vous la règle des 80-20 concernant Donald Trump. Depuis 1 an et demi, Donald Trump a prouvé qu'il était structurellement coordonné avec Israël tant que cela ne sabote pas directement une priorité américaine. Nous sommes synchronisés 80% du temps. Nous ne sommes pas d'accord sur les 20% restants. Israël a presque toujours gardé sa liberté d'action. Trump ne gère pas dans les moindres détails. Il fixe un cadre général. Deuxièmement, demandez-vous si cet accord est stratégique ou tactique.
Trump est-il réellement en train d'offrir à l'Iran une victoire géopolitique permanente? Ou bien est-ce qu'il ne fait que faire traîner les choses? Ce délai de 60 jours semble plutôt servir de soupape de décompression tactique pour l'économie mondiale. Il gagne du temps, laisse le marché respirer et refuse que la moitié du globe soit prise en otage pendant qu'il se prépare à une négociation future plus difficile. Trump est un homme dont toute la réputation repose sur le fait d'être un négociateur impitoyable, un vrai mâle alpha. Il veut diriger le monde, pas être vu comme un dirigeant soumis à des religieux radicaux à Téhéran. Il a posé des lignes rouges claires en public. Pas d'Iran nucléaire, pas de menace de missiles balistiques contre ses voisins, ni de financement des réseaux de proxy du Hamas, du Hezbollah et des Houthis. Une pause pour gérer la crise énergétique n'implique pas d'abandonner sa stratégie. Israël payait un véritable prix au Liban. Notre partenariat avec les États-Unis a repoussé une confrontation décisive avec le Hezbollah. Et tout comme ce fut le cas avec le Hamas lorsque Washington a insisté pour une période d'essai diplomatique, nous avons accepté cela. Lorsque le Hamas a refusé de se désarmer et que la diplomatie a échoué comme prévu, les États-Unis se sont retirés, soutenant pleinement Israël pour finir le travail. L'objectif est désormais d'appliquer le précédent de Gaza au Liban. Nous suivons ce scénario de 60 jours où, quoi qu'il arrive, laissons les marchés mondiaux se stabiliser et obtenons la garantie qu'au moment où le Hezbollah viole les termes, Israël lève les restrictions et termine la mission. Ensuite, il y a un troisième point crucial que beaucoup ont manqué. Qui a réellement demandé l'arrêt d'urgence en coulisses? Des rapports fiables indiquent que ce sont l'Arabie saoudite et les États du Golfe qui ont approché Donald Trump, le suppliant d'exercer une retenue immédiate et de ne pas procéder à une escalade militaire massive avec l'Iran. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il suffit de regarder le calendrier. Et non, je ne parle pas de la Coupe du Monde, ni de l'anniversaire de Trump, ni même du 250e anniversaire des États-Unis. Nous sommes actuellement en plein milieu du Hajj, suivi immédiatement par l'Aïd al-Adha, de grandes festivités musulmanes. Près de 2 millions de pèlerins musulmans du monde entier affluent vers la Mecque. Pour l'Arabie saoudite, c'est la période de l'année la plus sensible sur le plan logistique et la plus sacrée sur le plan religieux. Et une guerre totale qui éclaterait en ce moment, avec la menace bien réelle de drones de représailles lancés par les milices pro-iraniennes dans toute la région, remplie de millions de pèlerins civils, serait une véritable catastrophe pour Riyad. Donald Trump répond donc à un appel de détresse direct de ses principaux alliés arabes. Il leur apporte la stabilité dont ils ont désespérément besoin pour traverser le mois sacré, protège le transport mondial de l'énergie et accumule une énorme quantité de bonne volonté diplomatique auprès des États du Golfe. Et cette bonne volonté, il ne manquera pas d'en récolter les fruits dès que les fêtes seront terminées et que les véritables négociations commenceront. Voilà pourquoi les accords d'Abraham font tant parler d'eux cette semaine. Et maintenant, passons à d'autres nouvelles. Le Hamas a nommé un nouveau commandant pour sa branche militaire cette semaine à Gaza, après qu'Izz al-Din al, peu importe son nom, l'ancien chef, a été éliminé la semaine dernière. Mohammad Oudeh, l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre contre Israël, a pris ses fonctions dimanche. Et il a ensuite officiellement pris sa retraite mardi, car Israël l'a envoyé profiter de l'au-delà avec 72 chèvres. Des rapports en provenance de Gaza affirment également qu'Israël a tué un arbitre assistant international de football, Mohammad Sami Atoub. Nous n'avons peut-être pas aimé 2 de ses décisions sur le terrain, mais ce n'est pas une raison de l'éliminer. Allez, ce n'est qu'un jeu. Mais ensuite, le djihad islamique a publié cet hommage à Atoub, indiquant très clairement qu'il était un commandant de l'organisation terroriste. Combien de fois entendons-nous qu'Israël élimine des journalistes, médecins ou sportifs, pour apprendre ensuite qu'ils étaient en fait des terroristes pleurés par les groupes terroristes? Les médias omettent souvent de le mentionner, tout comme pour la couverture des faits en Israël. On n'en entend parler que lorsqu'un prêtre ou une religieuse chrétienne est agressé par un juif en Israël. Cela fait aussitôt la une, ce qui est normal. Cela circule sur les réseaux sociaux et suscite mépris et colère, et est généralement présenté comme une accusation contre tous les Juifs et tous les Israéliens. Mais combien parmi vous ont entendu parler de John William Kakish, chrétien résidant dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem? Kakish a été libéré de prison jeudi dernier après avoir purgé une peine de 11 ans qui lui avait été infligée pour une attaque au couteau qu'il a commise près de la porte de Damas de la vieille ville, au cours de laquelle il a attaqué 2 étudiants juifs religieux qui ont été grièvement blessés.
Le point ici est qu'il y a des déviants dans chaque société, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Et le fait de cibler les Juifs et Israël par les médias n'a pas pour but de vous informer, mais de créer une impression et d'imposer un récit politique qu'ils veulent vous faire prendre pour la réalité. Les choses ici ne sont jamais aussi simples. J'espère vous avoir donné un aperçu des réalités ici. Je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine dans l'émission Straight Up, ici depuis les studios JNS TV à Jérusalem, en Israël.